Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour la vidéo du mois des achats avec pas mal d'occasions, quelques suites de séries, des trucs un petit peu niche, un petit peu pépites comme d'habitude, et deux grands formats absolument incroyables. Donc bienvenue à tous dans la vidéo achat manga du mois de mai 2023, générique, et on est parti. Dans l'ordre alphabétique toujours, on va commencer par Crunchyroll ce mois-ci avec déjà le tome 8 de Kaiju Number 8. Alors, je crois qu'il est sorti au mois d'avril, mais je l'ai acheté courant mai. Bon, moi, ils n'avaient pas le doré, donc j'ai pris le tome gris. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire du tome doré? Non. Je trouve bon, c'est sympa d'avoir le choix de plusieurs couvertures pour le même prix. Ça, par contre, c'est bien de la part de Crunchyroll. J'ai pas non plus pris l'espèce de collector dégueulasse parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Bref. Kaiju, c'est toujours ce que je disais, c'est un super shonen, ça fait vraiment années 90. On se doute de tout ce qui va se passer, mais ça marche trop bien en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on sait très bien ce qui va se passer, il va y avoir des déplacements de soi, vers des transformations, il va y avoir je sais pas trop quoi. Le héros va se faire battre, puis flashback, il avait appris un move quand il était jeune, puis après il va battre le mec, enfin c'est que ça. Ça marche trop bien, c'est trop bien. Lisez Kaiju, voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. On a ensuite le début de la deuxième partie de Chainsaw Man, absolument incroyable ça aussi, je trouve ça mais fabuleux. Le nouveau personnage de Asa, donc Denji n'est plus au centre de l'histoire, le nouveau personnage de Asa est juste trop bien, on a enfin les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui arrivent, donc on en a maintenant 2 sur 4, dans les scans on en est à 3 sur 4, donc bientôt 4. À voir comment ça va continuer, parce qu'on sait qu'il y a des rapports un peu bibliques dans Chainsaw Man, voilà. On l'a vu notamment à la fin de la partie 1, les tableaux, Michel-Ange, le Pandémonium, tout ça, bref. Pas trop en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu, mais ça va vraiment être vraiment bien. Et franchement, Fujimoto est très très fort, il fait vraiment ce qu'il veut, et ça devient excellent. Chainsaw Man, pardon, mais j'avais vu que j'allais parler de Danadan qui est déjà excellent. Je me rappelle tous les petits malins qui faisaient genre oui Danadan et tout, c'est pas ouf. Moi je maintiens toujours aujourd'hui que c'est une des meilleures séries actuellement qui sort en shonen. C'est extrêmement drôle, c'est bien dessiné, l'action elle est omniprésente, on s'ennuie jamais, les personnages ils ont un charisme de fou furieux. Enfin, Gigi, là, même Momo, Gigi, tous, ils ont un charisme de ouf. C'est pulp, c'est coloré, c'est fun, c'est drôle. Là, c'est le tome du slip, parce qu'il y a des slips absolument partout dans ce tome. Moi, ça me fait beaucoup rire. Enfin, ça me fait beaucoup rire. Je passe vraiment un très très bon moment devant. Et ce qui est bien avec Danadan, c'est un petit peu ce que... Je crois que je sais plus à qui j'en parlais, mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que on sait jamais ce qui va se passer. On peut jamais rien prévoir. Ça part tellement dans tous les sens que c'est un plaisir à lire parce qu'on est là en mode qu'est-ce qui va se passer en fait. On lit le truc en mode what the fuck, on sait pas ce qui arrive. Donc bref, trop bien. Donc ça c'était pour les achats Crunchyroll. Maintenant D avec Delcourt Tonkam, on va commencer avec Blue Box, le tome 2. Le sport disparaît définitivement quasiment de ce tome pour se concentrer quasi exclusivement sur la romance, ou du moins l'évolution des relations entre les personnages. Le fameux triangle romantique, affectif se met en place doucement mais sûrement. On voit très bien où ça va aller. C'est très bien dessiné, mais j'ai rien d'autre à dire. Le problème, c'est que moi je me suis dit, ça va être du sport avec un peu de romance. Et je me retrouve avec beaucoup de romance et très peu de sport. Et je suis pas aficionado de la romance. Je trouve qu'elle est bien dans certains cas. Par exemple dans Beck, je trouve qu'elle est extrêmement bien gérée. Mais globalement, quand c'est le sujet principal, moi en tout cas c'est pas ma came. Mais bon, peut-être que ça plaira à certains qui n'ont pas envie de lire de la romance type shoujo, qui veulent lire de la romance type shonen. Alors il n'y a pas grande différence, vous allez me dire, ça reste de la romance, ça reste un milieu lycéen. Donc voilà, bon, l'édition est plutôt sympa, ça tient la route. C'est pas trop cher pour une fois chez Delcourt. C'est-à-dire qu'ils pourraient vendre ça à 9 € comme ce qu'ils font pour les vagabonds, mais non, ils ont choisi de les mettre à 7 €, attention. Et en parlant de cher, du coup, c'est le deuxième gros achat de chez Delcourt, c'est Evol, tome 1 et tome 2, voilà, de Atsushi Kaneko, sachant que pour ma part, hop, le tome 1 m'a été très gentiment dédicacé par l'auteur,
et dessiné surtout, avec Desko, mon personnage préféré de Atsushi Kaneko. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, Atsushi Kaneko et moi, c'est une histoire d'amour. J'ai toute cette série, c'est dans mon top 3 des meilleurs auteurs, si ce n'est le top 2 juste derrière Tutomunie, dont on reparlera plus tard dans cette vidéo. Donc, c'est con à dire, mais je fais partie du public qui, quel que soit le prix, je l'aurais acheté en fait. Néanmoins, je trouve que... Alors je pense que j'ai eu de la chance parce que mon édition est pas aussi désastreuse que les gens disaient. J'ai pas de feuilles transparentes, j'ai un papier qui est d'une qualité pas top, mais ça va. Ma jaquette ne s'abîme pas facilement, en tout cas pour le moment. Et le seul truc, c'est que c'est 20 balles et honnêtement, ça en vaut 15. Voilà, faut dire ce qui est. Ça en vaut 15 et honnêtement, est-ce que ça vaut un grand format comme ça? Non, je pense que ça vaudrait un grand format type 5 star dont on parlera après, c'est-à-dire souple, voilà, même si ça aussi c'est cher, mais on va en reparler. 20 € pour Evol, c'est beaucoup trop, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les éditeurs manga qui nous prennent pour des pigeons. Voilà, je suis pas ultra fan du papier de Delcourt. Vous savez, c'est un papier un peu gris, c'est pas du papier blanc et c'est un peu dommage pour Kaneko de pas avoir du papier blanc. C'est d'ailleurs imprimé je crois en Chine si je dis pas de bêtises. Toc, on va vérifier. Non, imprimé en Italie chez Lego, donc bon ça va. On verra, écoutez, on verra comment ça vieillit dans le temps. C'est de la reliure au fil, donc logiquement c'est censé tenir assez longtemps. À voir maintenant au niveau du carton, etc. Je trouve le carton très cheap, ça me fait penser un peu au carton de chez Urban, c'est-à-dire que je pense que si ça tombe ou qu'on met un coup dessus, ça se casse. Bref, pour ce qui est du récit, par contre, c'est exceptionnel. Voilà, à voir comment ça évolue, mais c'est bien parti pour être le meilleur Atsushi Kaneko. C'est un mélange entre la série et les comics de Boys et le film Chronicle. Voilà. Donc si vous avez vu Chronicle, le film, avec Kieran, bref, je sais plus, l'acteur qui joue dans Valérian, ça devrait vous parler, Chronicle, voilà, et The Boys, ça devrait vous parler aussi, il y a un petit côté invincible aussi, un petit peu. Bref, ça s'inspire beaucoup des super-héros américains pour en faire un gros doigt d'honneur que je ne ferai pas pour YouTube, mais un gros fuck, voilà, à toute cette imagerie-là, et je trouve ça trop bien. Atsushi Kaneko, c'est génial, donc... si vous avez l'occasion de les avoir d'occasion, allez-y quoi. On se retrouve maintenant chez Glénat avec Biomega. Juste pour comparer la blague. Hein. Vous aimez bien quand je traite pas trop, donc je vais vous laisser comme ça. Ça c'est 20 €, ça c'est 14 €, enfin c'est 15 € du coup. Voilà, alors en termes de taille, Biomega est beaucoup plus gros, Biomega est beaucoup plus épais, et c'est 14 €. Et le papier de Biomega, il est blanc comme mon cul. Voilà, donc ça c'est une édition où on se fout pas de notre gueule, acheter Biomega, acheter Tsutomunie. En plus le délire de Biomega, avec la moto, la vitesse, les gonas, etc. Non, c'est un délire. Franchement, Biomega, je l'avais dit dans ma vidéo à Tutomunie, pour moi c'est top 2 des meilleures œuvres de Tutomunie. Encore une fois, on a la réponse de pourquoi. Cette série fera 3 tomes, c'est pas trop cher vu le monstre que c'est, parce qu'il faut quand même dire que c'est un tome double, sachant que les tomes de base faisaient 220 pages je crois, donc ça doit être dans les 450 pages. C'est immense, voilà, c'est juste génial, c'est pas cher. Donc juste pour ça, Glénat, je vous remercie. Ensuite, j'ai donc continué l'Oxalis Seller avec le tome 2 et le tome 3, toujours suivant nos deux petits comparses écossais qui arrivent donc en Amérique. Ils se déplacent donc de New York, et là ils vont jusqu'à Baltimore, ici donc le voyage continue, les rencontres continuent, et on est définitivement dans une série qui n'est pas historique, en tout cas je ne la qualifierais pas comme telle, mais on est plus sur une série humoristique, basée sur des faits historiques, c'est-à-dire que l'humour est vraiment au centre de la série, l'humour et les situations farfelues. On continue à voir cette héroïne qui est naïve à souhait mais qui est pleine de bonne volonté et on délaisse vraiment le côté historique, la preuve en est, New York on y passe 4 chapitres à peine et en fait c'est des petites touches, c'est des villes ou des situations, par 4-5 chapitres, une rencontre, souvent une ville, une rencontre et on va avancer comme ça donc au travers du pays. C'est sympa. Est-ce que je vous la recommande pour autant? Si vous aimez les mangas historiques, ne vous attendez pas à l'historique, alors c'est crédible et je crois que c'est sur des vrais faits. Maintenant c'est totalement romancé et vraiment je le répète, l'humour est mis au centre du récit, c'est-à-dire que toutes les situations complexes vont être désamorcées par de l'humour et par une héroïne qui pète des câbles pour rien, mais ça reste très drôle par moment et
bon, c'est rare d'avoir un manga qui traite d'écossais, surtout dans les années 1850 je crois, c'est encore plus rare, donc allez-y peut-être, je ne sais pas, pour l'instant c'est en 8 tomes je crois, c'est pas très connu, et puis le dessin est plutôt cool. Un des gros achats du mois, chez Kana, je me suis procuré les 6 premiers tomes du Samouraï Bambou, dont 5 sur les 6 tomes que j'ai eu d'occasion, à un prix très réduit. Je crois que je les ai eu à 4 €, 9, littéralement 9, au lieu de 15. Donc une affaire rondement menée de la part de moi-même. On est sur du Taiyu Matsumoto au dessin, et c'est écrit par Issei Eifuku, qui est un auteur japonais, qui a donc écrit l'histoire et la plupart des dialogues, mais Matsumoto est totalement libre au niveau du dessin, du découpage, de l'ambiance, etc. Et ça donne quelque chose de très à part de ce que Matsumoto a pu nous faire jusqu'à présent. Pour le coup, je crois que j'ai tout lu de Matsumoto en France, et c'est un sacré délire ce Samouraï Bambou, c'est même perturbant. Moi qui déteste les séries de samouraï, je me retrouve à m'y retrouver dans cette histoire en fait, à suivre ce Samouraï Bambou, ce samouraï qui ne veut plus, qui a revendu son katana, qui n'a qu'un bout de bambou à la place du katana, et qui ne veut pas se battre et qui a gardé son esprit d'enfant. Ça c'est important avec Matsumoto, encore une fois, on est sur les enfants au centre du récit, la candeur de l'enfance, etc. On a un personnage principal qui nous rappellera beaucoup ça. En fait, c'est un adulte c'est un enfant dans le corps d'un adulte. Malgré tout, il est dangereux, il est fort, et on ne sait pas encore. Je n'ai pas encore fini les 6 tomes que j'ai, je suis à la moitié, mais on ne sait pas encore d'où il vient, pourquoi il est comme ça. Surtout aussi pourquoi est-ce qu'il a laissé son sabre. On a quelques réponses par-ci par-là, mais alors j'ai évité de trop me spoil, mais voilà, c'est du dessin très particulier. Et pour le moment, je trouve ça très bon. De toute façon, c'est Matsumoto. Je trouve qu'il a rarement fait des choses pas super bonnes. D'ailleurs, je pense que je vais me faire des ennemis, mais finalement, vous voyez que d'ailleurs, j'ai un hôtel Matsumoto tellement j'aime l'auteur. J'ai d'autres œuvres de lui plus loin. Et là, je vais rajouter les Samouraï Bambou ici. Mais je pense que l'œuvre que j'ai le moins aimé, lui, c'est Le Rêve de mon père, suivi de très près par Sony. Voilà, bon, je vais pas compter les chats du Louvre parce que bon voilà, mais ouais, Samouraï Bambou, si vous êtes en quête d'un récit qui est vraiment atypique, mais vraiment un truc vous n'avez jamais lu quelque chose comme ça, je vous le promets, vous n'avez jamais lu quelque chose comme ça. C'est en 8 tomes, c'est chez Kana Made In, c'est un peu cher quand même, 15 € pour ce que c'est le même prix que les Bioméga. Voilà. Donc Kana nous ont tube aussi, mais que voulez-vous, nous sommes des pigeons. Bref, on va passer à la maison d'édition suivante. Chez Kiyun, ce mois-ci, je me suis mis à jour sur Bright Stories, toujours dessiné par Kaoru Mori. On a toujours cette histoire-là que je trouve un peu en dessous, j'en ai déjà parlé. Par contre, c'est 2 tomes. Et particulièrement le tome 14 était... Alors, le tome 14 est probablement... à l'heure actuelle, le tome que j'ai préféré dans la série. Le tome est beaucoup trop bien. Il est trop beau, dans tous les sens du terme. Ce tome 14 est trop beau. C'est tout. Le dessin, il est parfait. Je me faisais la réflexion l'autre fois en écoutant le podcast des amis de chez PCF Manga, qui disaient que pour eux, Takehiko Inoue était le meilleur dessinateur de manga. Je me disais, genre, en termes de dessin pur, hein, pas de scénario, etc. Et je me faisais la réflexion de moi qui je trouvais qui était le meilleur dessinateur de manga. Enfin, qui avait le style le plus parfait. Voilà, c'est plutôt ça. Pas le meilleur, mais le style le plus parfait. Et donc forcément, j'ai exclu Tsutomu et compagnie. Et j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, c'est mon avis, mais Kaoru Mori était l'autrice de manga, et enfin l'auteur tout confondu, qui faisait les dessins les plus parfaits. C'est propre, c'est d'une propreté sans nom. Il n'y a rien de mauvais dans ces cases. Tout est bien. Les décors sont parfaits. Les habits sont juste incroyables. Les personnages sont sublimement dessinés. Le découpage, il est somptueux. Les animaux, c'est un délire. Malgré le fait qu'on est dans des pays qui devraient avoir à peu près la même ethnicité des peuples, on arrive à différencier tous les personnages, tous les peuples, que ce soit au niveau des habits, des cheveux, des yeux, de tout ce que vous voulez. C'est ouf. D'un point de vue graphique, c'est assez incroyable, Bright Stories. C'est une série que je vous recommande à tout prix de lire et d'avoir chez vous.
c'est un must-have. Pour moi, c'est un must-have, il n'y a rien d'autre à dire. Et on va rester dans la thématique de l'historique parce que j'ai acheté aussi d'occasion pour 15 € les 7 tomes. Donc ouais, je me suis fait trop bien en occasion ce mois-ci. Césarée de Fuyumi Soryo. D'ailleurs, pour répondre un petit peu à la vague de personnes qui disent que nanani, le shoujo, tout ça. Au début du tome, là dans le petit rabat, Kiun explique que l'autrice en avait marre de dessiner des shoujo qui étaient que concentrés sur la romance, et du coup pour écrire autre chose que de la romance, elle est passée dans un magazine seinen. Voilà, je trouve ça juste rigolo à notifier. On suit l'histoire donc de Angelo qui va aller dans une université, Angelo da Canossa, voilà, qui va aller dans une université à Pise et qui va rencontrer et se lier d'amitié. Alors lui se lie d'amitié, mais ce n'est pas le cas de l'autre partie, avec César Borgia. Récit du prince de Machiavel, tout ça, bref, vous connaissez logiquement pour la plupart. Alors, ce manga est, si je mets de côté mon avis personnel sur ce manga, il est très bien. C'est extrêmement bien écrit, c'est très bien dessiné. On a des choses très intéressantes qui sont racontées. D'un point de vue historique, c'est absolument génialissime. Mais et là, je parle dans mon cas, je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi ? Je pense que je suis hermétique à toutes les histoires qui touchent au christianisme, à la papauté, tous ces trucs-là. L'intérêt de César Borgia, c'était d'unir l'Italie, de monter jusqu'au Vatican. Alors lui ne voulait pas devenir pape, mais il voulait unir voilà, l'Église, tout ça. Et... Oh ouais, non, moi ça me donne mal au crâne ces trucs-là. Je suis pas du tout réceptif à tous ces délires de prêtres, de clergé, de Vatican, de... Ah non, ça me... Voilà, j'ai vraiment du mal avec tout ce truc de l'Europe centrale et de l'Ouest, donc Italie, France, Espagne, tout ça, des années 1300 à 1600 à peu près, donc juste après le Moyen-Âge. J'y arrive pas, je sais pas, ça a toujours été comme ça dans tout ce que je regarde, dans les films, les séries, je n'y arrive pas. Et pourtant le personnage de César, il est vraiment bien, super bien écrit, et ça devrait me garder, vous voyez. Je le dis, la série, elle est très bien. Si vous aimez cette période, si vous avez un attrait historique pour les Borgiens, allez-y, mais 100% vous allez aimer. Kiffer. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a de la politique, il y a de l'action par moment, et c'est vraiment fou. Mais, bah, moi, ça prend pas. Voilà, ça prend pas. Je suis arrivé au tome 7 et je suis arrivé à la fin du tome 7 que j'ai d'ailleurs galéré à finir. Et je me suis dit, bah non, je ne lirai pas la suite. Aussi bonne la série soit-elle, ça ne me convient pas. Voilà. Donc si jamais vous aimez cette période historique, allez-y les yeux fermés. Surtout que le dernier tome sortira en octobre et qu'on connaît très bien Kiun. Vu qu'ils ont déjà mis 3 ans à sortir le tome 12, je ne rigole pas en disant 3 ans, hein, je pense que le tome 13, une fois sorti, la série va être en arrêt de commercialisation, en rupture. Donc foncez, voilà, foncez acheter César parce que ça, après vous ne pourrez plus. Et ça c'est pas ça. Voilà. Allez, éditeur suivant. J'ai ensuite lu Ritournelle de Aoi Ikebe au format Komiku, donc de la gamme Horizon de chez Komiku, un très grand tome tout en couleur avec un papier très particulier. Et on va suivre donc, vous allez comprendre pourquoi c'était un peu la thématique du mois. On va suivre cette jeune fille et sa préceptrice qui sont dans un couvent. Voilà, un couvent à peu près au début du 19e, donc proche de notre époque, 1800 et des brouettes. Les femmes du couvent sont totalement hermétiques au monde extérieur et ont interdiction d'avoir quelconque relation, ne serait-ce que parler, à des hommes. Et donc on va suivre ces femmes qui vont se poser certaines questions par rapport à leurs croyances, à leur foi en Dieu, à l'importance que celui-ci a pour elles, à l'importance que le couvent a pour elle également, et à tout ça. Enfin, c'est vraiment une espèce d'introspection de la place de la femme dans cette société à ce moment-là, qui fait écho à certaines choses de nos jours. Le dessin est magnifique, le découpage, sans vous le voyez depuis tout à l'heure, je vous montre des planches, est magnifique. On a plusieurs ambiances par page. Voilà, on va passer de l'ambiance assez jaunie à une ambiance beaucoup plus matinale, tout en passant par voilà, une ambiance beaucoup plus rouge, On a un point de vue graphique qui est absolument magnifique, mais comme César,
Bah, on est dans un couvent, quoi. On parle de religion et voilà, dans une période que moi je n'aime pas, en Europe centrale, je vous l'ai dit. Et c'est chiant parce que ce bouquin a tout pour me plaire, tout comme César. C'est de l'historique, c'est absolument génialissime, c'est super bien dessiné. Le parti graphique, il est trop bien, l'histoire est cool, il y a énormément de non-dits. C'est super bien écrit, c'est un grand format, c'est à 18 €, donc ça va, c'est encore à peu près abordable. La qualité d'édition est top, enfin, vous voyez ce genre de page là, les non-dits en fait. Juste les non-dits, c'est trop bien. Mais non, on est dans un couvent, la foi, Dieu, machin, bah. Bref, moi c'est un bouquin que je vous recommande, celui-là, très très chaud. Bah comme César, je vous recommande vraiment les deux, mais sachez où vous mettez les pieds, quoi. On passe ensuite dans les cas chez Kurokawa, le tome 19 des Héros de la Galaxie. Je vais pas trop parler de ce tome parce que comme tous les tomes des Héros de la Galaxie, c'est trop bien. Ça met à l'amende beaucoup de récits politico-centrés de nos jours. On est sur la fin d'une certaine opération qui s'appelle Ragnarok. La tierce partie est enfin de la partie. Et je vous en dirai pas plus, mais retenez que c'est un truc à lire. Les enjeux politiques sont dingues. Et enfin bref, tout est bien dans les Héros de la Galaxie. Je parle de dessin, mais ça on en avait déjà parlé. Je suis pas ultra fan du dessin. Par contre, l'histoire en fait est tellement bien qu'on oublie le dessin. Bref, voilà, c'était les Héros de la Galaxie. J'en parle assez souvent de toute façon pour que vous compreniez que j'adore. J'ai ensuite fini la saison 2 de Hajime no Ippo, tome 9 à tome 16, Destin de boxeur. On sort enfin. C'était le regret que j'avais dans cette saison 1. C'était de trop suivre Hippo et son ascension. Et de ne pas ressentir assez le poids des matchs, parce que comme c'est un héros de shonen, on se doute bien qu'il va pas perdre souvent, et c'est le cas dans la saison 1, il perd pas souvent, même quasiment, bah pas du tout, sans trop vous spoiler. Mais voilà. Donc cette saison 2 par contre je l'ai surkiffé, je tiens à le dire, c'était trop bien, c'était trop bien. Pourquoi c'était trop bien? Parce que on suit pas Hippo. Enfin on suit Hippo, mais c'est pas Hippo qui va combattre. On va suivre les autres membres du club de boxe Kamogawa. On va suivre Kimura. On va suivre ce combat, messieurs, dames. Takamura contre Brian Hawk. Ça, c'était une dinguerie. Oh mon dieu. Alors ça, c'était un combat de fou, ça. Ça, c'était une sacrée folie, Takamura contre Brian Hawk. Alors, je ne montre pas le combat de Takamura contre Brian, ça c'en était un autre. Mais c'était un... Quel combat de ouf. Des planches, mais absolument magnifiques. Une tension dans le combat, mais un truc de ouf. Et non, beaucoup trop bien. Franchement, Hippo, cette saison 2 était géniale. C'est trop bien. Matez un peu ce découpage, matez un peu ces planches. Petit mot sur l'édition, donc on est sans jaquette avec le revêtement un peu lisse, voilà, de ces mangas-là. Alors ça s'abîme assez vite au niveau des coins, notamment. Alors moi c'est pas le cas, mais vu le carton, vu le papier, ça s'abîmerait assez vite au niveau des coins. Aussi à ce niveau-là, là, au niveau du dos, en haut et en bas. Mais globalement, bah ça fait le taf. Voilà, pas de jaquette à enlever. On achète notre tome, on le range, point barre. On garde les dos qui sont similaires. Il y a quelques petites erreurs d'impression à droite à gauche. Je pense à des pages qui sont très légèrement floues. Alors c'est pas flou, mais c'est... on a l'impression que ça a été imprimé 2 fois au même endroit. Est-ce que j'ai un exemple sur... ouais, voilà. Ici par exemple. Hop, je sais pas si on va voir, mais en gros on a le texte qui est imprimé 2 fois au même endroit. C'est un peu chelou, mais ça arrive très rarement. Sinon la qualité est plutôt bien. Bon, 7,20 € pour ça, faudrait pas qu'ils augmentent plus par contre. Je pense que là ils sont au maximum du prix sur lequel ils peuvent monter Kurokawa. Plus ça va devenir complexe malheureusement. Et on a une super belle fin de saison et j'ai très très hâte d'avoir cette saison 3 qui s'appelle la défense ultime. Donc je suppose que la saison 3 on va revenir sur Hippo qui va défendre son titre, mais sur d'autres personnages qui ont peut-être un titre aussi, mais bref. Lisez, si vous aimez le shonen, si vous aimez le sport, et si vous aimez tout simplement les bons mangas d'action, Hajime no Ippo c'est un must-have. Alors je sais, il y a 100 tomes et quelques. Vous faites comme moi, vous prenez une saison. Là je vais pas acheter de saison avant cet été, je pense. Je vais pas commencer la saison 3, je les prendrai plus tard. Vous faites saison par saison comme si vous lisiez plusieurs séries. Bref, consommez intelligent au lieu de consommer en masse. Voilà, c'était tout pour Kurokawa.
On passe au lézard noir. J'ai acheté donc le monstre au teint rose. Il me manque plus qu'un Maruo à avoir. Je les ai tous. C'est Paraiso, le dernier qui est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté. Enfin, je les ai tous. J'ai tous la réédition. Après, il me manquera Kyunosaku, Edogawa et la chenille qui est toujours pas ressortie. Report encore, même si ça va arriver. Je le sais. Voilà, j'ai le temps. Enfin, en gros, toutes les ressorties, je les ai. Alors. Autant DDT, j'avais trouvé ça trash, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que c'était un petit peu voilà, scatophile sur les bords, etc. Mais il y avait quand même un but derrière. Vous voyez que tout était un petit peu ancré dans ce Japon des années 60-80. Il y avait pas mal de buts derrière DDT. Et malgré le fait que parfois c'était assez dégueulasse, on pouvait quand même y déceler quelque chose d'artistique, etc. Ici, c'est un recueil de Maruo étant plus jeune, donc le début de sa carrière. J'avoue que c'est dur. C'est dur de lui pardonner certains trucs parce que là, par contre, il y a des, on repart dans ces délires-là. Alors, il y a du sexe, il y a du sang, c'est gore, c'est dégueulasse. Les enfants prennent relativement cher, mais cette fois, je trouve pas ça spécialement justifié. Et je me pose la question, et c'était Stéphane du Lézard Noir qui se posait aussi la question. Si c'était pas déjà édité, et du coup c'était juste des rééditions, etc., est-ce que ça passerait encore comme mise en avant par la scène, etc. Parce que c'est vraiment, culturellement parlant, il marche même pas sur la ligne, là, il l'a traversé depuis très longtemps. C'est assez éprouvant à lire, c'est un délire, c'est un sacré délire, c'est vraiment dégueulasse par moment. Et je pense que l'artistique, bon, on peut lui pardonner beaucoup de choses, mais il y a quand même des bornes à pas dépasser. Et je trouve que dans ce tome-là, en tout cas, les bornes ont été dépassées plusieurs fois. Maintenant, est-ce que je continue à recommander Maruo? Oui, évidemment, c'est beaucoup trop bien. Hein. C'est esthétiquement parlant, c'est un sacré délire. Mais avec celui-là et DDT, sachez où vous vous aventurez. Ce sont pas des lectures soft. Voilà, c'est pas dur à lire spécifiquement, mais c'est vraiment dégueulasse, c'est malsain, c'est. Oh, il y a des fois, je me disais, mais pourquoi je lis ça, quoi. Mais voilà, quand on aime l'auteur, on va pas tergiverser dessus. On arrive bientôt à la fin, donc là on est avec Pika, le tome 8 de Journey Beyond Heaven. La série est sortie, l'anime est en train de sortir sur Disney+, si vous ne le saviez pas. Ça s'appelle donc Tengoku Daimayo, je crois. Ils ont gardé le nom japonais, aucune idée de pourquoi. Enfin, en termes de com, Disney+, on la ramasse, de toute façon, on va rien dire. J'espère que ça va booster le manga parce que ce tome 8 était tout bonnement exceptionnel, comme tout le reste de la série. Je vous le répète encore une fois, achetez cette série, c'est trop bien. Enfin, à un moment donné, tout le monde est là à se plaindre que les séries perdent en qualité. Mais les gars, vous savez ça, qui est disponible juste là, sous vos yeux en librairie, achetez-les, c'est trop bien. J'ai rien d'autre à dire sur Journey Beyond Heaven, j'en parle assez souvent. C'est tout bonnement exceptionnel. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Exceptionnel. Juste exceptionnel en fait. Tout est trop bien. J'ai ensuite acheté du tome 2 à 4 de MMA par Hiroki Endo. Alors j'ai plus acheté ça déjà parce que je lisais Hippo, que j'étais un peu dans une optique sport de combat, tout ça. Et surtout parce que c'est Hiroki Endo. Et aussi, autre argument pourquoi j'ai acheté, c'est que on est sur un manga de combat. On est sur un truc, voilà, shonen de combat, sport de combat. Et on va suivre un homme et une femme, voilà, et c'est tellement rare pour être notifié, c'est même plus rare, je pense que ça doit être peut-être une des seules séries qui le fait, hors série de sport plutôt côté féminin, mais même pas en fait, je suis en train de me dire, même pas. Donc ouais, c'est une des rares séries qui met la femme au centre. De sport de combat notamment, donc je l'avais acheté pour ça. Le tome 1, 2, 3 continue à mettre en place toutes les règles de la MMA, grappling, c'est surtout ce qu'ils font, donc du shoto. On va avoir la mise en place des personnages, leur entraînement, etc. Le personnage principal débute vraiment quasiment de zéro, et ce personnage-là moins, d'ailleurs c'est marrant parce que ce personnage-là il traîne avec des yakuza, etc. Et on sent que Endo a envie de faire du Endo, mais qu'il peut pas parce que c'est un shonen. Du coup, c'est assez drôle de voir de temps en temps un petit chapitre sur des yakuza qui s'entretuent, des trucs très, très crus, très trash à la Endo. Mais il va pas trop loin parce que c'est un shonen. Donc, c'était publié dans un certain magazine. Il pouvait pas non plus faire n'importe quoi.
Mais avec ce tome 4, on lance enfin, je pense, le scénario, et on perd un peu le côté didactique, et donc ça c'est cool, donc je pense qu'à partir du tome 5-6, ça va vraiment s'envoler, donc hâte de lire la suite. Voilà, et puis c'est Endo, hein. C'est tellement bien dessiné, c'est tellement réaliste, les prises, tout est tellement pointilleux que quel auteur de fou. Quel auteur de fou. On va passer ensuite à Nueve, donc le tome 3 de The 5 Star Stories, achat obligatoire, Mamoru Nagano, de la SF, du mecha. J'ouvre une page au hasard, c'est déjà une masterclass. Attention, cependant, Nueve, ce n'est plus sous blister, il n'y a plus toutes les cartes avec, etc. Donc est-ce que on pourrait pas convenir de la part de Nueve de baisser un peu le prix? Voilà, parce qu'on est presque, on est à 18 ou 19 euros, je sais plus. La qualité d'édition a beau être top. On perd aussi les pages en papier glacé qu'il y avait dans les 2 premiers tomes. On n'en a plus que 3-4 au début, voilà, à peine. Et après, toutes les pages de fin qui avant étaient en papier glacé, maintenant sont repassées en papier normal. Donc Nueve, vous pouvez baisser le prix du tome du coup. Et ça vaut plus le coup de payer aussi cher pour ce genre de tome. Je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté littéralement hier. Et j'avais d'autres choses à lire. Mais bon les 2 premiers tomes étaient tellement bien en termes d'univers que je pense que ce tome 3, qui d'ailleurs est un peu plus épais en termes de scénar, le tome 2, je me rappelle qu'il s'arrêtait à peu près ici, il n'y avait que ça d'histoire, là on a vraiment un tome entier de 200 et quelques pages, juste avec de l'histoire, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses très intéressantes. Hâte de voir de quoi ce tome va en retourner. Et la dernière achat manga, c'est The Common Bread de Mujiya chez Vega Dupuis. Je voulais l'acheter parce que j'ai checké vite fait les dessins, je vais vous les montrer. Voilà, première page. Je tourne la page. Voilà, donc logiquement là vous devriez tous comprendre pourquoi est-ce que j'ai acheté cette série me faisait de l'œil. C'est un mélange entre Tsutomunie, Girl Last Tour et les petites promeneuses de l'apocalypse, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le scénar, c'est marrant parce qu'il y a même carrément le personnage de Blame. Bref, il n'y a plus d'humains, enfin c'est bientôt la fin des humains, il y a des espèces de créatures qui sortent du sol, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est un univers à la Apo Sims, donc tout est dévasté, il y a des grandes étendues blanches, on ne sait pas trop ce qu'il y a, des trucs qui viennent des grottes. Et les humains ne mangent plus qu'une seule chose, le common bread, donc un pain un peu particulier, nutritif. Et on va suivre cette petite héroïne qui va se balader de village en village, mangeant ses petits bouts de pain et se battant avec son bâton. D'ailleurs, les combats au bâton sont juste absolument génialissimes. Je trouve que les chorégraphies des combats sont beaucoup très bien. Je vais essayer de vous en retrouver une petite... Ah non, les chorégraphies de combat sont trop bien. On a même le même gun que dans Blame. Bref, c'est un petit peu, voilà, c'est très fortement inspiré de Tsutomunie, donc forcément que j'allais acheter ça et que j'allais kiffer en fait. Ne bougez pas, il reste 2 petits achats, je vais vous parler rapidement. Le premier, j'ai acheté donc la première partie de l'intégrale de Sunstone, un comics écrit par Stepan Selic, qui parle de BDSM. Voilà, je vous montre une page. On va essayer de vous montrer une autre page un petit peu plus olé olé. Voilà, je vous montre pas les pages les plus sexuellement spéciales, mais bon, je pourrais vous montrer celle-là. Voilà. C'est en gros 2 personnes qui sont fans de BDSM, une soumise et une dominante, qui vont se parler sur internet et qui vont essayer de se rencontrer et de se découvrir au travers de cette passion. Et c'est tellement bien écrit. Vraiment, c'est vraiment très très bien écrit. Les rapports humains dans ce comics, c'est un délire. En fait, c'est fou au travers de la pratique du BDSM et de la découverte du sexe et de l'autre. Tout ce qui peut transparaître au niveau des émotions humaines, ça va être beaucoup trop bien, que ce soit l'attachement aux autres, l'empathie, l'antipathie aussi, le professionnel, le désir, l'importance des loisirs et du désir dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, l'argent, enfin plein de choses. C'est vraiment une série qui est ouf pour ça. Il n'y a pas tant de sexe que ça, et le sexe n'est pas explicite, malgré le fait que ce soit du BDSM. C'est très sexy par moments, c'est assez érotique, même très érotique. Mais moi je trouve pas ça personnellement dérangeant, et l'auteur dessine juste trop bien, enfin matez la qualité des dessins, voilà. Bref, pour moi c'est un must-have, si vous aimez les comics, si vous avez envie de lire un petit peu autre chose, Sunstone, allez-y les yeux fermés, voilà, c'est trop bien écrit.
Et pour le coup, je trouve ça vraiment bien mieux écrit que beaucoup de séries de mangas ou autres que j'ai pu lire qui traitent, alors pas de BDSM, mais qui traitent de rapports humains. C'est marrant qu'un comic sur le BDSM traite aussi bien des rapports humains, que ça soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, parce qu'il faut savoir que l'auteur est... comment dire, dans la lutte LGBT, il est hétéro, mais il a coécrit la série avec sa femme, donc sa femme a aidé pour tout ce qui est psychologie féminine, etc. Donc c'est beaucoup trop bien. Et le dernier achat du mois, il s'agit de Oka'ei, le roman graphique écrit par Neyef avec une dédicace, voilà, au festival de la BD de La Roche-sur-Yon. Trop content, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté aussi hier. Mais c'est un bouquin qui me faisait de l'œil depuis longtemps et je savais grâce à mon libraire qu'ils allaient avoir l'auteur, donc je ne l'avais pas acheté, j'avais attendu. Je l'ai acheté donc ce week-end et j'ai pu le faire dédicacer en direct par l'auteur. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager également vos lectures, à me dire ce que vous avez acheté. C'est des séries qui vous tentent parmi celles que j'ai présentées. Je pense que les achats vont légèrement se calmer avec l'approche de l'été, ce qui est normal. Les beaux jours. Je vais reprendre mon activité de monteur vidéo, chef opérateur, etc. Motion designer en plus, donc j'avais moins de temps pour YouTube parce que je vais reprendre cette partie-là en freelance en plus de mon boulot actuel vu que c'est l'été, les images sont super belles à filmer l'été. Donc c'est le moment de mettre en place mon expertise de pilote de drone et de vidéographeur comme on dit pour faire des vidéos pour des clients, donc je vais un petit peu moins m'occuper de YouTube. Le podcast continuera, puis en plus il fait beau donc on sort souvent avec les potes, etc. On a pareil le sport en extérieur, tout ça. Pas trop forcément, je lis toujours l'été, mais de là à me poser devant le PC, faire les vidéos, etc. Si je me pose devant le PC, c'est pour geeker. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous de kiffer vos prochains week-ends, parce que là, il va commencer à faire très beau. Lisez plein de mangas, c'était Tada, ciao.